On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Le Joannais Éric Fournier, ex-directeur général de Tourisme Montérégie, a perdu sa cause en diffamation. Il estime le jugement calomnieux et ne croit plus en la justice. L'histoire remonte à un peu plus de 5 ans aujourd'hui. L'ex-directeur général de Tourisme Montérégie, Éric Fournier, qui habite Saint-Jean-sur-Richelieu depuis fort longtemps. Il faut aussi rappeler le litige, mais rappeler que récemment, il y a eu un jugement qui lui a été défavorable. C'était une poursuite en diffamation. Bref, il est avec nous pour réagir et parler aussi du passé, mais parler du présent et du futur. Bref, Éric Fournier est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Bon, expliquez-nous tout d'abord le contexte, parce que souvent, on vous a reçu ici à l'émission comme directeur général de Tourisme Montérégie. Vous étiez le directeur pendant quoi, une douzaine d'années à peu près. Et puis là, arrive en janvier 2014 une lettre anonyme qui arrive au conseil d'administration qui visiblement visait à vous dénoncer ou dénoncer vos comportements avec certains employés. Et puis là, paf, la vie change. Expliquez-nous un peu pour que les gens comprennent un peu, il y a 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé en janvier 2014? Bien, en fait, c'est une lettre de diffamation qui a été acheminée aux 17 administrateurs de mon conseil d'administration. Une lettre qui contenait 33 allégations. Donc, pas nécessairement au niveau des ressources humaines, mais dans toutes les sphères des opérations d'une organisation touristique communautaire. Donc, à l'époque, évidemment, ça avait créé tout un émoi dans l'organisation. Moi, j'étais en vacances avec ma conjointe en Floride, en camp d'entraînement de vélo à ce moment-là. Et il y a eu par la suite toute une succession d'événements. J'ai été suspendu, évidemment, c'est quelque chose qui ne m'était jamais arrivé. Un rapport a été préparé par un consultant externe dont le contenu était soi-disant accablant, que j'ai contesté, mais j'ai été confronté à une demande de démission de mon conseil d'administration à la mi-février, donc un peu plus d'un mois plus tard, et j'ai été forcé de quitter l'organisation à ce moment-là. Bon. Donc, lettre anonyme, suspension, enquête externe. Enquête que vous avez eue ou que vous n'avez pas eu accès? Parce que je lisais certains documents aujourd'hui en préparant l'entrevue et parce que dans les délais qui sont prescrits par la loi, cela quand même a un impact pour les poursuites éventuelles. Donc, lorsque le conseil d'administration a commandé une étude externe, un consultant externe pour faire enquête, avez-vous eu, oui ou non, copie de ce document? Non, je n'ai jamais eu copie de ce document-là. En fait, le document a été présenté. En fait, personne a eu copie du document. Aucun membre du comité exécutif, aucun membre du conseil d'administration. C'est ce qui nous avait été relaté à l'époque dans les interrogatoires. Mais le document avait été, soi-disant, présenté au comité exécutif sous format PowerPoint et par la suite présenté au conseil d'administration également sous format PowerPoint. Donc, personne, à ce moment-là, avait reçu copie de l'étude en question. On a appris au procès que le vice-président de l'époque était chargé de l'étude, de s'occuper du cheminement de l'étude. Lui en avait eu copie. Ouais. Et semble-t-il que c'est le seul dans l'organisation qui en aurait eu copie. Mais on a appris ça essentiellement lors du procès. Même en interrogatoire, le vice-président de l'époque nous avait dit qu'il n'en avait pas copie. Donc, moi, personnellement, le seul moment où j'ai eu copie de cette étude-là, que j'ai toujours demandé à de multiples reprises, c'est 2 ans plus tard, au terme d'une procédure juridique qui suivait les interrogatoires de décembre 2015. Donc, on est beaucoup plus tard. Donc, là, vous faites allusion à une conclusion de la juge. Cette conclusion-là est fausse. Bon. Et là, donc, suite à cette enquête du consultant, le conseil d'administration vous demande de démissionner. Ce que vous faites, et vous signez également une quittance en bonne et due forme. En fait, il ne s'agit pas d'une quittance en bonne et due forme, c'est une entente de départ qui est libellée comme telle, avec des dispositions qui me liaient, moi, personnellement, avec l'organisation et qui traitaient en grande partie de l'obligation que l'organisation avait de me donner une prime de départ, ce qu'ils ont effectivement fait. Donc, dans l'esprit de la signature de cette entente-là, qui s'est passée un soir où je n'avais pas été avisé que j'avais signé ça, j'étais présenté au bureau de l'ATR pour vider mon bureau à ce moment-là. Je l'avais lu et effectivement, le contenu me paraissait correct dans le contexte où l'ATR, comme organisation, remplissait son obligation, dans le cas d'une cessation de contrat, de me donner la prime de séparation. Ceci étant, je n'étais pas favorable à quitter l'organisation, mais le conseil d'administration avait donné mandat à 3 personnes de procéder à mon départ de l'organisation de façon à ce que ça ait le moins d'impact possible pour ma carrière. OK. Donc, à ce moment-là, on comprend le contexte, une démission, entente de départ.
Mais d'ailleurs, et j'ouvre la parenthèse, parce que la requête que vous aviez en cours n'était pas nécessairement la contestation de votre démission ou congédiement ou entente de départ, mais plus une requête en diffamation. Tout à fait. Bon. Tout à fait. Expliquez-nous un peu la nuance, parce que certains vont dire, bon, ben, c'est le privilège de l'organisation d'embaucher ou de se défaire d'un individu, de le congédier ou de lui demander une démission, d'avoir une entente de départ avec une prime et tout ça, puis après ça, fin de l'histoire, légalement, ça tient la route. Tout à fait. Ce n'est pas dans cet angle-là du tout que ma poursuite avait été initiée. Ma poursuite avait été initiée essentiellement sur la nature des propos qui avaient été portés à mon égard à deux niveaux. Dans un premier temps, dans une lettre anonyme, à l'intérieur duquel il y avait 33 allégations, et par la suite, dans un rapport à laquelle s'additionnait un certain nombre de blâmes ou d'allégations fausses également, rapport dont on m'a refusé l'accès et sur la base de laquelle le conseil d'administration avait pris sa décision. Bon. Dans les semaines ou les mois qui ont suivi votre départ de l'organisation à l'hiver 2014, à quel moment aviez-vous décidé d'entamer une poursuite en diffamation contre l'organisation? Bien, en fait, moi, mon départ, c'est fait dans une crise interne et émotive, autant de mon côté que du côté des administrateurs qui me demandaient de partir parce que nos relations étaient excellentes. Bon, et j'ai continué par la suite à essayer d'avoir de l'information parce que les gens me disaient, entre guillemets, les employés ont dit ceci, les employés ont dit cela, ce que je trouvais aberrant parce que, c'était non fondé, et puis deux, je voyais mal le justificatif de la nature de ces propos-là, mais c'est ce qui m'était avancé. Ouais. Donc, moi, j'ai rencontré par la suite, en fait, j'ai échangé des courriels avec plusieurs administrateurs. Par la suite, j'ai rencontré des administrateurs à une dizaine de reprises, et à la lueur des propos que j'ai recueillis, que j'associais au contenu de la lettre, les propos que j'ai recueillis qui étaient en lien avec le rapport que je n'avais pas vu, j'ai envoyé, en début juillet 2014, donc on ne parle pas de l'hiver, mais plus du début de l'été, une lettre à la présidente de l'organisation lui demandant deux choses, lui demandant de, rencontrer mon conseil d'administration pour connaître la nature des propos et que je puisse donner finalement mon point de vue sur la chose à mes administrateurs. Et le deuxième élément que je demandais à l'époque à l'organisation, c'est que l'organisation comme telle ne se mêle pas de la mise en demeure que j'envoyais en parallèle aux employés qui m'avaient soi-disant diffamé. Parce que plus tard, on verra qu'il le nie en interrogatoire. Donc, c'était ces deux choses-là. Honnêtement, quand j'ai envoyé cette mise en demeure-là, moi, je croyais que tout allait s'arrêter là. Parce que, je pensais que les gens allaient... je contestais, évidemment, la nature des allégations. Et là, j'avais accumulé des éléments qui me permettaient d'avoir la preuve. Parce qu'à l'époque, je ne pouvais pas accéder à mon bureau. Quand j'avais vidé mon bureau dans la foulée de mon départ, là, j'ai pu récupérer un certain nombre de documents qui me permettaient de faire la preuve écrite que les allégations, évidemment, étaient fausses. Et je croyais, à ce moment-là, que les gens allaient accepter de m'entendre et leur présenter les éléments et éventuellement faire les correctifs requis, ce qui n'a pas été le cas. OK. Donc, après ça, s'en est suivi une requête en bonne et due forme, en diffamation? Bien, en fait, par la suite, il y a eu des tentatives de négociation, des tentatives de pouvoir discuter qui ont tout été refusées par... la présidente de l'époque et le vice-président qui s'occupait de l'étude. Évidemment, on s'étonnait du pourquoi de ça. Plus tard, on verra que le rapport avait possiblement été falsifié. Du moins, les données que le rapport contenait ne sont pas validées par les employés qui, normalement, lui ont confié un certain nombre de faits. Là. Bon. Donc, suite à ces échanges ou tentatives de rapprochement ou d'explication, c'est à ce moment-là que là, vous décidez d'entamer ultimement donc, cette procédure? Exact. En novembre 2014, de façon à être dans les délais qui sont normaux là, pour ce type de... Et bien malgré moi, dans le contexte où, évidemment, là, je ne pensais jamais en venir là. Bon. Et là, après ça, il y a eu ultimement procès? En fait, il y a toute une procédure. Vous comprenez que le système juridique québécois est extrêmement lent. Là. On a réussi à avoir un procès 4 ans plus tard, donc 5 ans après les faits, en septembre dernier. Qu'est-ce qui a motivé votre choix de nous accorder une entrevue ici même au mois de mai 2017? Parce que d'ailleurs, on le verra tantôt, mais dans le jugement, on y fait référence à quelques occasions. Vous-même, dans vos communications, vous en faites encore référence aujourd'hui. Donc, quelle était votre intention à ce moment-là de nous accorder une entrevue? Parce que souvent, on va dire, quand on sait qu'il y a un procès, même les avocats, des fois, vont recommander à leurs clients
de ne pas aller sur la place publique, de laisser la justice suivre son cours, même si elle est lente. Mais pourquoi vous avoir fait le choix d'aller sur la place publique au printemps 2017? Bien, en fait, c'était déjà 3 ans après les faits. Évidemment, moi, je suis un professionnel de l'industrie touristique. Demander mon départ d'une organisation comme l'ATR de la Montérégie allait avoir un impact dévastateur sur ma carrière. Ça, j'ai informé les administrateurs de ça de nombreuses reprises dans tout le processus. Et je me suis retrouvé presque 3 ans plus tard sans travail, dans le contexte où mon niveau de cadre supérieur lié à l'industrie touristique est une niche extrêmement spécifique où les emplois sont très, très rares, d'autant qu'avec un départ un peu bizarre, ça avait un impact dévastateur sur mon emploi. Donc, pour répondre à votre question, en 2017, dans ma compréhension des faits, c'était à peu près impossible d'être capable de me retrouver un emploi un jour. Donc, c'était ma façon à moi de rendre public une situation qui jusque-là avait été dissimulée et dont j'étais la victime et sur la base de fausses allégations qui me touchaient. Bon. Il y a eu procès, ça a duré quand même quelques jours. 7 jours. Et là, ultimement, en janvier dernier, donc sort le jugement qui, visiblement, vous est défavorable, donc où votre requête en diffamation est rejetée par la juge, mais qui plus est, elle juge que vos procédures étaient, disons, abusives pour la cité et que même, ultimement, elle permet aux gens que vous avez poursuivis de, eux, vous poursuivre maintenant inversement. Donc, expliquez-nous un peu dans quel contexte vous avez reçu ce jugement-là et quels sont les principaux faits saillants du jugement que vous retenez? En fait, le jugement, évidemment, s'est présenté comme un élément dévastateur. Il faut comprendre que je suis quelqu'un qui est sans emploi. J'ai dû quitter un emploi que j'adorais. J'ai dû quitter une industrie qui était la mienne il y a 5 ans sans jamais être capable de me relocaliser. Donc, les préjudices étaient déjà dévastateurs. Les pièces au dossier étaient fortes. Là. On se retrouvait dans un contexte où les allégations soi-disant des employés avaient été niées par ceux-ci dans les interrogatoires. On s'est retrouvé en procès avec un consultant qui est venu nous dire non, ce qui est dans le rapport m'a été dans les faits dit de façon réelle à ce moment-là. Donc, il y a comme une adéquation il y a quelqu'un qui ment dans les deux, mais ce n'est pas nous, c'est eux. Là. Bon, le consultant a aussi témoigné en audience qu'il n'avait jamais vérifié les données qui lui avaient été alléguées et qu'il n'y avait aucun fait qui venait étayer ces allégations-là. Donc, on était dans une situation, et je vous dirais, on a même assisté en procès à un témoignage d'une employée qui a demandé d'être entendue à huis clos parce qu'elle avait eu des représailles importantes d'une de ses collègues. Donc, on avait une situation qui, honnêtement, nous, on évaluait, était fortement à notre faveur. Là, puis, il y avait un seul élément du jugement que du procès que nous, on trouvait faible, c'était celui où on identifiait l'auteur de la lettre anonyme. Ça, on avouait, on convenait que on avait fait on appelle un témoignage de fait. Là. Donc, il y avait un paquet de faits qui nous amenaient sur certaines personnes, mais évidemment, ce n'était pas hors de tout doute. Là. Donc, cet aspect-là de notre cause était un peu plus faible. Mais pour ce qui est de la diffamation, pour ce qui est de la négligence de la part des administrateurs, pour ce qui est de l'impact des préjudices, ça nous semblait énorme à ce moment-là, je vous dirais. Bon. De quelle façon vous expliquez ce jugement-là? C'est quand même un jugement de 43 pages de la juge Marie Gaudreault, qui est quand même assez étayé, mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est à quoi attribuez-vous le rejet de votre requête? Honnêtement, il est inexplicable. Je dirais, ce que je suis forcé de constater, c'est que la juge a retenu aucun de nos faits, aucune de nos pièces, aucun de nos témoignages. Mais c'était pourtant la vérité. Et a tendu vers autre chose. Outre le fait que je vous disais qu'il était le volet plus faible de notre cause, qui était l'identification de l'auteur de la lettre anonyme, elle reste une lettre anonyme. Mais pour le reste, honnêtement, là, c'est complètement surréaliste et je ne peux absolument pas vous le qualifier. Là. Et le côté exceptionnellement agressif du jugement de la juge Gaudreault est inexplicable. Moi qui étais la victime, je deviens comme l'agresseur selon son jugement, mais dans les faits, je suis la victime. C'est moi qui
c'est moi qui a perdu son travail, qui ne peut plus travailler dans son industrie, qui a écoulé, à qui ça a coûté 555 000 puis qui a sa vie professionnelle, sa carrière a été détruite, sa vie détruite, etc., etc. Bon, je me mets dans la position du téléspectateur qui regarde ça, puis qui se dit, bon, il y a eu un procès, le type n'a pas gagné sa requête en question. Bon, on comprend qu'il est un peu peut-être fâché par la situation, puis qu'on comprend que la situation lui a entraîné certains ennuis dans la vie, effectivement. Mais certains diront, justice a été rendue, donc il y a eu un gagnant, il y a eu un perdant, puis malheureusement, il doit passer à autre chose. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là qui nous regardent puis qui se disent, bien, il a perdu sa requête. C'est parce qu'il n'a pas réussi à faire la démonstration devant le tribunal qu'il a été diffamé. Bien, il y a des éléments de fait qui sont extrêmement forts qui ont été écartés de la part de la juge. Je vous dirais, une fois qu'on est... Je dirais, la leçon que j'en retire, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le qualifier, mais on ne parle pas de justice. Une fois que tu es en cours, tu parles de droit. On ne parle plus de justice. La justice, les faits sont là et ils sont incontournables. Ce que je vis est incontournable. Maintenant, une fois que tu tombes dans le processus judiciaire qui dure 5 ans, que tu te présentes en cours avec un avocat, puis qu'il y en a 4 autres de l'autre côté, c'est un dossier qui a dû coûter à Tourisme Montérégie, parce qu'il faut comprendre que moi, je poursuivais initialement des individus, mais force a été, à un moment donné, on s'est aperçu que Tourisme Montérégie payait les honoraires, donc on a modifié pour intégrer Tourisme Montérégie. C'est Tourisme Montérégie, finalement, qui a payé la facture, mais il n'y a personne que je poursuivais qui a eu le moindre préjudice, alors que c'est moi qui les ai tous. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, puis qu'on s'attarde à votre conclusion, c'est très difficile pour moi de passer à autre chose, parce qu'il n'y a pas autre chose dans le contexte. L'autre chose également, la juge, en plus de rejeter votre requête, la déclare abusive et explique qu'au fil du temps, vous avez ajouté des paragraphes et tout ça. Donc, qu'est-ce que vous répondez sur cette déclaration de la juge que votre requête, ultimement, s'est avérée abusive? Bien, en fait, nous, ce que je vous réponds, c'est qu'on a dû modifier notre requête au fur et à mesure où on a eu accès à de l'information. Je vous rappelle, on a initié avec une requête de base. Par la suite, on a dû la modifier parce qu'on a vu qu'il y avait des administrateurs qui semblaient cacher, protéger des employés qui normalement avaient menti. Après ça, une fois qu'on a mis la main sur le rapport, on s'est retrouvé devant des faits qui étaient hors commune mesure en termes de diffamation. Donc, on a remodifié notre requête, puis on l'a remodifié une dernière fois juste avant le procès pour donner un plan B à le juge, parce que comment vient le temps d'évaluer la carrière de quelqu'un qui gagnait 150 000 par année, par exemple, dans la mesure où cette personne-là, qui avait 53 ans, ne pourra jamais plus travailler? Comment on évalue ça? C'est sûr que tout ça aurait pu être arrêté suite à la lettre du 4 juillet 2014, mais compte tenu de la situation, on s'est retrouvé là. Donc, les modifications à la requête se justifient essentiellement sur la base des éléments d'information nouveaux qui s'ajoutaient au fur et à mesure que les procédures cheminaient. Bon. La juge, donc, rejette la requête, la juge abusive, et en plus de ça, permet aux gens que vous avez poursuivis de vous poursuivre maintenant à votre tour. Qu'est-ce que vous comprenez de cette décision de la juge? Bien, ce que je comprends, c'est que Mme la juge n'a absolument rien compris de... Et en fait, elle a... Notre recours n'a pas été jugé en cours. Je dirais, on a été 7 jours là, puis on n'a à peu près pas parlé des éléments de notre recours que la juge trouve abusifs et longs, là, mais c'était la base de notre recours. Et toutes les données fausses qui ont été communiquées à la fois dans la lettre et dans le rapport, c'était ça le fond de mon recours, et ça n'a pas été jugé. Et toutes les preuves qu'on avait étaient en lien avec ces éléments-là. Alors, très honnêtement, on ne comprend pas. Je me replace à nouveau dans le fauteuil du téléspectateur qui dit OK. Bon, il a perdu sa requête et tout ça. Bien, s'il n'est pas content qu'il aille en appel, autrement dit, s'il juge que son jugement n'a pas d'allure, ou vous avez même qualifié le jugement de calomnieux, bien, la personne qui est assise actuellement puis qui vous regarde, bien, dit, bien, il a juste à aller en appel puis faire valoir ses droits. Exact. Qu'est-ce que vous dites à ça? Bien, je vous dis, aller en appel, c'est un 30 000 supplémentaire en termes de coûts de procédure. Et dans mon cas à moi, mon principal préjudice, qui semble que la juge n'ait pas retenu, c'est le fait que je suis sans emploi, que je ne puisse pas me relocaliser. Le fondement même de mon préjudice en termes de diffamation, c'est ça. J'ai été l'objet d'une demande de départ fausse, sur la base de faux éléments. Et évidemment, c'est moi qui en ai témoigné, mais les faits sont là et la juge ne l'a pas retenu.
un an sans salaire, pour moi, c'est à peu près 5 000 par mois. Donc, si on l'additionne sur la procédure qui prendrait un an, donc c'est un 60 000 plus un 30 000 de procédure, c'est 100 000 supplémentaires et je n'ai pas ce 100 000 $-là. Donc, l'option de l'appel n'était pas une option. Donc, pour vous, pas d'appel. J'en déduis que votre confiance à la justice, disons... n'existe pas. N'existe plus. En fait, la justice n'existe pas. Oui, tout à fait. Bon. Là, en même temps, vous avez envoyé à quelques médias, mais aussi à quelques administrateurs de Tourisme Montérégie, un courriel dont le titre était assez particulier, disait « Suicide d'Éric Fournier, ex-DG de Tourisme Montérégie, dossier et documents explicatifs ». Quelle était votre intention en envoyant ce courriel-là il y a quelques jours? Bien, en fait, j'ai fait une tentative de suicide lundi matin dernier, qui était associée à l'envoi de 18 pièces, dont l'objectif était de laver mon intégrité professionnelle. Okay. Pièces à l'intérieur duquel je démontre comment, par exemple, des interrogatoires peuvent être modifiés de façon à ce que la vérité ne sorte pas. J'ai envoyé des résolutions où on m'a demandé, on a tenté de monnayer, par exemple, mon silence contre d'éventuelles références, ce que j'ai refusé de faire parce que je ne peux pas signer une quittance pleine et entière, comme je vous dis, parce que je n'avais pas signé une, il m'en demandait une. À ça, à quoi je refusais, parce que je ne pouvais pas m'accuser de fausseté. Donc, on a essayé de monnayer mon silence. J'ai envoyé également un bilan de la cinquantaine de tentatives de négociation et de discussion que j'ai tenté d'avoir avec le président et la présidente de Tourisme Montérégie, de façon à leur expliquer la nature de mes préjudices, de leur démontrer la fausseté des allégations et d'essayer d'arrêter tout ce processus-là qui, à terme, allait, entre guillemets, me ruiner puis m'amener à tenter à ma vie parce que il n'y a plus de possibilités. Voilà. Bon, mais visiblement, vous êtes ici devant moi aujourd'hui. Oui. Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Parce qu'il y a un élément de destin qui fait que quand j'ai envoyé mes courriels à 5h30 le matin, lundi dernier, il y a eu des retours de courriels parce que mes fichiers étaient trop lourds, ce qui dans mon timing, a pris plus de temps que prévu et me couper dans ce que je devais, le temps dans ce que j'avais à faire, ce qui fait que quand il est venu le temps de procéder à l'acte, je l'ai fait à moitié par rapport au temps qui m'était dédié. Finalement, compte tenu que j'avais laissé ma porte... je ne veux pas rentrer dans les détails comme ça devant les... Ouais. Ça m'a amené à quitter mon condo rapidement pour ne pas me faire prendre par des gens qui... Parce que j'avais laissé ma porte ouverte pour que les gens puissent rentrer, me faire prendre par des gens concernés. Puis, ce qui fait que j'ai quitté mon condo pour aller compléter la chose ailleurs, en emmenant mon téléphone cellulaire parce que je devais laisser mon téléphone chez moi. Et là, j'ai vérifié, parce que j'étais très inquiet de pouvoir passer à l'acte sans être capable d'envoyer les documents aux gens concernés pour que les gens comprennent que les accusations dont j'ai fait l'objet sont fausses, M. Latour. Êtes-vous quand même, aujourd'hui, au moment de l'enregistrement, êtes-vous content d'être encore en vie aujourd'hui? Je vous dirais non. Okay. Mais la suite pour vous, c'est quoi maintenant? Très honnêtement, il n'y en a pas de suite. Je ne peux plus travailler, donc tu ne peux plus gagner ta vie. Et en fait, ce que je devrais vous dire également, c'est que j'ai tenté, suite à mon constat que je ne pouvais pas aller en appel, j'ai tenté, je vous dirais, disons une quinzaine de tentatives, disons entre 10 et 15 tentatives de discussion avec, par exemple, le président de Tourisme Montérégie ou une vice-présidente, ou de façon à être capable de trouver une entente en disant, voilà, je me battrai toujours par rapport aux accusations dont j'ai été l'objet parce qu'ils sont fausses. Bon. Mais ceci étant... Puis on a perdu mon procès, je ne peux l'expliquer. Il m'a coûté 100 000 et à date, tout ça m'a coûté 550 000 en argent personnel. Mais ceci étant dit, moi, je veux essayer de reconstruire ma vie. Je veux juste essayer de reconstruire ma vie. Okay. Je veux juste être capable de gagner ma vie. Maintenant, je vous présente une entente en 3 points qui serait tout à fait acceptable pour l'organisation et qui me permettrait de pouvoir passer à autre chose. Et les gens n'ont même pas voulu écouter mes propos. Et
Après une dizaine de tentatives, il y a un huissier qui est venu cogner à ma porte avec une mise en demeure de ne plus adresser la parole aux administrateurs. Alors, ces gens-là m'amènent là où ça s'en va, de façon... les gens me connaissent, les gens savent comment je suis intègre, ils savent comment je suis travaillant, ils savent comment je suis quelqu'un de l'industrie touristique. J'ai une maîtrise en gestion, j'ai travaillé 28 ans là-dedans, je suis un gars de la région de Charlevoix. Cette industrie-là me colle à la peau. J'en ai été exclu depuis 5 ans. C'est impossible pour moi de me relocaliser dans un autre secteur d'activité. Je veux juste être capable de gagner ma vie. Puis actuellement, et ils savent les préjudices parce que ces gens-là étaient en cours. Ils ont vu mon témoignage. En cours, j'ai été 2 jours dans la boîte de témoins. Ils savent la nature de mes préjudices. Je ne comprends pas que la juge puisse permettre des poursuites alors qu'on lui a déposé mes rapports d'impôts. On lui a démontré que j'avais sorti 400 000 de mes rires et de mes placements pour être capable de survivre jusque-là. Et Mme la juge a interprété ça de l'autre sens. Honnêtement, ça donne envie de vomir par rapport à la justice québécoise, M. Latour. M. Fournier, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous au retour, conclusion de l'émission. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Samuel. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle tennis et chambre de commerce. Oui, avec Léo Royer et Michel Milot. Et en deuxième partie de TKO. Oui, monsieur, Michael Dufort, gros combat le 11 avril. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Hubert Cormier, nutritionniste, va présenter une conférence le 28 mars. Donc, si ça vous intéresse, vous allez sur le site des bibliothèques de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de ville via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Et chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix. À demain. Bye-bye.